Bonjour à toutes et à tous et un salut chaleureux au public qui nous accompagne et à la bande de passionnés, experts, spécialistes, globetrotteurs ou trotteuses. Ravi de vous retrouver. Nathalie Lesage, journaliste avec ton regard toujours décalé sur l'art. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Toi qui nous permets de briser la glace chaque semaine. Lauriane Mélière, toi qui fais le pont entre le passé et le présent et qui décrypte notre époque et les grandes questions qui se posent à travers l'art. Arabelle Rey, on est ravis de te retrouver entre deux avions, deux voyages, globe-trotteuse de l'art qui conseille les collectionneurs de l'art du monde entier. Et Margot Bétou, la mémoire vive de l'émission. Salut les amis. On va démarrer, c'est la tradition, avec votre mot du jour avant d'accueillir François Sureau. Nathalie ? Alors mon mot du jour, ce sera jeune, parce que les vieux vont parler d'eux aujourd'hui. Arabelle ? Moi, c'est karma, parce que je vous emmène en Inde et que je vais vous parler aussi de femmes qui ont réussi à transcender leur douleur grâce à l'art et qui ont repris le contrôle de leur vie. Génial. Lauriane ? Mon mot du jour, moi, c'est road trip. Donc, c'est un mot composé. Et l'idée, c'est de ne pas bouger de son canapé. Le voyage immobile. Pas mal. Très bon bilan carbone, en tout cas. Exactement. Et Margot ? Moi, c'est éloquence, en hommage à notre invité du jour. Ça, vous allez le découvrir puisque notre premier invité, c'est, je vous le disais, un grand homme de lettres, écrivain, avocat. Il a une vie hors norme, inclassable, l'auteur de romans, de récits magnifiques. Et il a publié Loin de Salonique chez Gallimard. François Sureau de l'Académie française est avec nous dans la Grande Galerie francophone. François, et bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Je vous présente le public et toute la bande. Vous n'êtes pas venus les mains vides. D'un mot, qu'est-ce que c'est ? Oui, je fais partie des gens qui, quand ils écrivent des livres, ont besoin de stimuler leur imagination en permanence. Surtout quand j'écris des livres qui se passent loin ou qui... Voilà, alors celui que je viens de publier, là, se passe à Salonique. Et en fait, pour me mettre dans l'état d'esprit, j'ai une espèce de grand cahier, là. Et dans ce grand cahier, je colle, comme les petits-enfants, vous savez, qui collent des trucs quand ils sont petits. Je colle tout ce qui stimule mon imagination. Par exemple, là, vous avez des uniformes de la police hongroise parce que je suis en train d'écrire un livre qui se passe avec le même héros en Hongrie au moment de la chute du mur. Ça ne se retrouve pas dans le livre, mais c'est tout ce qui me parle et qui me permet de stimuler mon imagination. C'est un peu votre mood board. Vous avez réinventé Instagram. Finalement. Oui, c'est ça. Et on va en parler, mais première question rituelle, qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, François Sureau ? Une évasion et une consolation. Une fuite ? Non, une évasion. Ah, c'est amusant que vous pensiez ça. On dit souvent ça, une évasion au sens de fuite. Non, l'évasion, c'est le fait de quitter un monde limité pour un monde illimité. Ce n'est pas le fait de fuir. S'évader comme on s'évade d'une prison. Vous savez que pendant très longtemps, en France, jusqu'à une réforme récente, je crois que c'est encore le cas au Brésil, quand un condamné qui était condamné à la prison s'évadait, quand on le reprenait, il était simplement condamné à finir le temps de prison auquel il avait voulu échapper en s'évadant. Mais il n'était pas condamné à une peine supplémentaire. Et pourquoi ? Parce que le droit français considérait que l'évasion, manifestation du désir de liberté, était inséparable de la nature de l'homme. Et ce qui fait que quand on a supprimé ça pour coller des peines de prison supplémentaires aux gens qui s'évadent, à mon avis, on a fait un recul de civilisation. À l'heure actuelle, on en est loin aujourd'hui. On est très loin. Aujourd'hui, la petite musique de l'air du temps, c'est enfermez-le. Enfermez-les. Et s'il essaye de s'évader, on va lui recoller 10 ans ou 15 ans de plus. Donc c'est pour ça que pour moi, l'évasion n'est pas une fuite. L'évasion, c'est de coïncider avec la liberté. L'évasion, quand je dis que l'art est une évasion, c'est... Non, l'art me montre tout ce que je ne voyais pas. Regardez le radeau de la Méduse, par exemple, chose absolument extraordinaire. On peut le voir au Louvre. Qu'on peut voir au Louvre, qui est chef-d'œuvre de Géricault. Immense tableau. Alors très spectaculaire aussi, très presque kitsch, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des types qui meurent. On le voit à l'écran. Cadavres. Enfin, c'est quelque chose de splendide. Il est allé dans les morgues, d'ailleurs, étudier la couleur des cadavres. Mais absolument, il était très, très, très précis pour ça. Et le radeau de la Méduse, ça montre quoi ? Ça montre ce qu'il y a à l'arrière du monde, c'est-à-dire l'échec d'une entreprise politique,
parce qu'il y a derrière tout ça une aventure politique de conquête des rivages de l'Afrique. Conquête militaire, bien De sûr. conquête militaire. Il y a un échec sociologique, c'est-à-dire que le gars qui commandait la Méduse était un aristocrate incapable de naviguer, de préférence à un marin issu de la Révolution qui, lui, savait naviguer, ce qui explique le naufrage. Parce que la Méduse est un immense vaisseau Parce que de c'était guerre, un vaisseau de guerre absolument magnifique. mais qui n'est réduit à quasiment plus rien, à Exactement. des planches de bois qui flottent sur Et une au mer moment de la déchaînée. Restauration, on avait choisi une nouille qui n'avait pas commandé à la mer depuis des années pour faire ça pour des raisons de principe. Donc quand je dis l'évasion, c'est quand on regarde le radeau de la Méduse, il y a tout ça à la fois. Il y a l'histoire, il y a la Révolution, il y a le remplacement d'une classe sociale par une autre, et puis il y a surtout l'incroyable beauté de cette mer vivante et de ces corps en décomposition. Le Oui, mais choc entre les deux, où l'homme meurt et la nature survit, est quelque chose d'absolument incroyable. Quand on vous a demandé quelles étaient les œuvres d'art qui vous accompagnaient, qui vous inspiraient, vous avez évoqué des représentations de Jésus. Alors, on va voir la mise au tombeau du Caravage, sublime tableau, et les pèlerins d'Emmaüs d'un autre grand maître, Rembrandt. Pourquoi est-ce qu'elles vous touchent, ces peintures-là ? Je vais vous dire profondément, sincèrement, ce en quoi elles me touchent. Je ne pense pas être un esprit très religieux. C'est-à-dire que l'idée d'un Dieu extérieur à l'homme, l'idée d'un Dieu qui viendrait donner des commandements, l'idée d'un Dieu qui serait à la fois diététicien et législateur. Oui. Voilà ce que vous pouvez manger, voilà comment vous pouvez aimer, voilà comment vous pouvez vous marier, voilà comment... Voilà, cette idée-là m'est complètement étrangère. Ce que j'aime dans les représentations de Jésus de cette époque, c'est que le maître de Nazareth, comme on l'appelait, l'homme qui venait de Dieu, si je puis dire, en fait partage la condition humaine. Si je puis dire, Dieu m'intéresse s'il partage la condition humaine. S'il Donc, ne ce la qui vous partage frappe pas... chez la mise au tombeau de Jésus, c'est que c'est la mise au tombeau d'un c'est homme. la mise au tombeau d'un C'est la homme, mise au ça n'est tombeau pas la d'un homme. résurrection. Exactement, c'est la mise au tombeau d'un homme qui partage la condition humaine et c'est l'une des conditions auxquelles le divin m'intéresse. Si Dieu ne partage pas la condition humaine, j'ai toujours, pardonnez-moi, mais envie de lui dire, comme disait Prévert, vous savez, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre, qui est parfois si jolie, avec les jolies filles et les vieux cons, et la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Voilà. Merci pour ces vers. Les pèlerins d'Emmaüs, c'est un chef-d'œuvre de Rembrandt. On connaît votre engagement alors auprès des migrants, mais également auprès de personnes qui ont été privées de leurs droits. Pourquoi ce tableau-là ? Pourquoi ce Rembrandt-là ? Lui qui s'est beaucoup peint lui-même, lui qui a peint des rondes de nuit, qui a peint des philosophes en train de méditer. Mais pourquoi Parce que cette peinture-là ? Parce que c'est le surgissement du meilleur. C'est un peu pour faire contrepoids à ce que je vous disais, quelque chose de pessimiste sur la nature humaine, c'est le surgissement du meilleur. En fait, il peint un moment qui est décrit par l'Évangile, qui est « ils le reconnurent à la fraction du pain ». C'est-à-dire qu'ils sont en train de cheminer sur la route, en allant vers Emmaüs, ils sont en train de cheminer sur la route, là, et ils voient ce type qui est un maître dont ils ne savent pas exactement qui il est, d'ailleurs. Ils ne le reconnaissent pas, parce que c'est pas le même qu'avant sa mort. Ils ont entendu dire qu'il était mort, ils ne savent pas exactement qui c'est, et en marchant, il leur explique... L'idée d'une résurrection est improbable. Et l'idée d'une résurrection est complètement improbable, et en marchant, il leur explique l'écriture, et il leur explique pourquoi il fallait que s'accomplisse sa venue sur la terre et sa mort comme la mort d'un homme. Et puis il rompt le pain et il le partage, c'est-à-dire qu'il le partage avec des hommes, encore une fois, il est au milieu des hommes, il n'est pas un machin dans le ciel et dans les nuages, il les partage au milieu des hommes, il rompt le pain, c'est le geste classique de la fraternité, de l'hospitalité, et le verset dit, ils le reconnurent à la fraction du pain. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent celui qu'ils prennent pour Dieu à la manière qu'il a d'être plus homme que tous les hommes. Et c'est ce moment-là, absolument extraordinaire, que Rembrandt décrit autour de cette table dans Les Pèlerins d'Emmaüs. Et avec la lumière qui jaillit quasiment de son visage. Qui jaillit de son visage, alors que tout le reste, qui jaillit de son visage, éclaire les autres hommes à côté, alors que le reste, les arrière-mondes, comme disait Nietzsche, tout ça est plongé dans l'obscurité. C'est magnifique. Dans Loin de Salonique, on retrouve votre héros détective Thomas More qui traverse les époques, qui poursuit des intrigues. Et Thomas More, vous avez emprunté évidemment le nom de ce détective à celui qui a inventé
À l'auteur de l'Utopie, à ce grand ministre. L'Utopie. Voilà, ce grand ministre. Alors c'est très étonnant parce que Thomas More est un personnage assez extraordinaire, qui est un ministre anglais de l'époque d'Henri VIII, qui était le garde des Sceaux de l'époque, enfin le ministre de l'Intérieur, le chancelier de l'Angleterre, qui était très très lié au roi Henri VIII et qui s'est séparé de lui quand Henri VIII a voulu divorcer pour épouser toute une foultitude de dames, dont certaines sont mortes d'ailleurs de manière absolument tragique, et lui-même a été condamné par le roi, a été décapité. C'est un personnage très étonnant parce qu'il a été à la fois reconnu comme saint par l'Église catholique, par l'Église anglicane, qui pourtant est l'héritière de ceux qui l'ont décapité, et par Karl Marx et ses potes, qui considéraient que c'était quand même l'un des précurseurs du communisme. Bah oui, l'utopie, parce qu'il imagine une cité idéale. Il imagine une cité idéale, extrêmement égalitaire. Enfin bon, ça, personnage très 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 mystérieux et que j'aime beaucoup. Mais alors justement, pourquoi ce tableau de Hans Holbein le Jeune, qui est un peintre allemand, on est au XVIe siècle, il représente Thomas More, on va le voir apparaître, ce visage fermé, il y a ce drapé somptueux derrière lui. Alors, il est fermé en même temps, il y a ce regard que j'aime énormément, qui est le regard de l'inquiétude et de la droiture même. Il porte le collier de chancelier d'Angleterre, il a été un très très bon avocat quand il était jeune, il était défenseur des pauvres, il était l'un des seuls qui pouvait dire la vérité au roi, et on voit un regard tout entier habité par l'idée de la vérité. Et c'est une chose qui me frappe. Moi, comme beaucoup de gens, j'étais sensible à la politique. Enfin, je veux dire, je me suis intéressé à la politique de mon époque parce que c'était mon époque. Et au fond... Intéressé est un mot un peu léger pour dire que vous avez été conseiller de prince, que vous avez été... conseiller est excessif parce que ils écoutaient Thomas More, mais moi non. Donc, conseiller... vous avez été proche d'Emmanuel Macron, vous avez accompagné les aventures de François Fillon quand on m'a demandé mon avis sur des sujets qui m'intéressaient, j'ai jamais répugné à le donner. Mais ce regard de l'homme d'État intelligence est un regard qui me donne infiniment de nostalgie. Je l'ai cherché, je l'aurais cherché toute ma vie dans celui, je sais pas moi, de Winston Churchill, de Disraeli, du général de Gaulle ou même de François Mitterrand. Vous voyez, j'aurais cherché ce regard-là qui donne confiance dans l'exercice du pouvoir, parce que l'exercice du pouvoir est fait par des gens honnêtes et véridiques. Et c'est la raison pour laquelle Thomas More m'a beaucoup plu. Malheureusement, ça l'a amené à se faire décapiter. Il avait beaucoup d'humour, parce que quand je dis honnête et véridique, on a l'impression d'un type un peu sinistre. Austère, il avait beaucoup d'humour quand il est monté à l'échafaud, et il était un peu faiblard. À cause de sa détention à la Tour de Londres, il donne le bras au bourreau et lui dit « Aide-moi pour monter, pour descendre. Je m'arrangerai tout seul. » Un type capable de dire ça dans ses derniers instants n'est pas quelconque. Un dernier tableau de votre musée imaginaire, François Sureau, c'est toujours Hans Holbein qui est assez fascinant. C'est un tableau qui s'appelle Les Ambassadeurs. Les Ambassadeurs, je le disais, alors conseiller du prince, vous avez le monde, ils ont la terre entre eux, comme s'ils décidaient du sort du monde. Et au sol, il y a une tache qu'on voit assez mal. C'est ce qu'on appelle une anamorphose en art. Vous nous expliquez ce que c'est et ce qu'on y voit quand on regarde le tableau d'un certain point de vue? Quand on prend l'anamorphose et qu'on regarde le tableau d'un certain point de vue en tournant, si vous voulez, vous allez vous rendre compte que cette espèce de disque-là, en fait, représente une tête de mort. Et que si vous la mettez à plat, vous allez voir une tête de mort. C'est une représentation assez incroyable dans un tableau qui a été peint au début du XVIe siècle, si ma mémoire est bonne. Donc c'est vraiment quelque chose d'une modernité absolument incroyable. C'est le surgissement du vrai sous l'apparence. L'apparence, c'est que ils dominent le monde, c'est Yalta. C'est Yalta, ils sont partagés le truc, ils sont hyper puissants. C'est Poutine et Xi Jinping et Donald Trump. C'est je fais ce que je veux et que je te transforme Gaza en resort touristique. D'un autre côté, je te prends la moitié de l'Ukraine, je te coupe le Groenland, etc. Et on est super content de soi-même. Et qu'a fait l'artiste? Eh bien, il a mis au milieu une tête de mort. Ce qui montre que le pouvoir a à voir avec la mort s'il n'est pas orienté vers autre chose et qui réduit absolument tout ça à néant. Déplacez-vous, regardez la tête de mort et vous verrez le pouvoir pour ce qu'il est. C'est génial et on vous écouterait pendant des heures. En tout cas, merci infiniment François Sureau pour cette visite guidée dans votre musée imaginaire. On va parler de ce livre et des aventures de ce détective Thomas More. Mais comme chaque semaine, on fait le tour de l'actualité artistique. C'est la claque de la semaine.
Et on commence avec toi, Nathalie. Volontiers, et je nous amène toutes et tous en Espagne sous le chaud soleil de la Olé. Galice. Allez, à la Fundación MOP, qui consacre une rétrospective à une figure majeure, je dirais même fondamentale de la photographie. Et là, je vais vous donner 3 indices. Elle est la première femme à avoir été nommée photographe en chef du magazine Rolling Stone à 23 ans. On ne répond pas tout de suite, Ali. Elle est également la première femme à avoir exposé en solo à la National Portrait Gallery de Washington. Et c'est aussi elle qui a photographié 7 photos iconiques prises à New York quelques heures avant l'assassinat de John Lennon, qu'on reconnaît bien sûr en compagnie de son épouse Yoko Ono. Ça a été pris le 8 décembre 1980 et il s'agit donc de... Annie Leibovitz, Voilà! Donc, une femme la photographe de Vanity Fair. On revient Incroyable. toujours aux vanités. à qui on doit les couvertures de magazines les plus iconiques. Elle a réussi à capter tant la vulnérabilité que le glamour, que ce soit des acteurs de cinéma, des chanteurs, des sportifs, des politiciens. Et donc, il y a du matos, hein, comme vous dites. Alors, la Fondation MOP lui consacre cette rétrospective. C'est 50 ans de carrière. On peut voir des clichés exclusifs. On peut suivre aussi des tournées qu'elle a fait avec les Rolling Stones. C'est gratuit. C'est présenté jusqu'en mai, je le précise. Et la Fondation MOP, c'est pourquoi MOP? C'est pour Marta Ortega Pérez, qui est le nom de l'héritière du groupe propriétaire d'une célèbre marque de vêtements espagnole qui commence par Z. Je vous laisse faire l'équation. Donc, allez voir ça. Annie Leibovitz, rétrospective 50 ans de carrière, ça s'appelle Wonderland. Et donc, on voit ça où? On voit ça à La Corogne, en Galice, en Espagne. Merci à la Corogne. Arabelle. Ma claque, c'est un autoportrait d'Artemisia Gentileschi qui est parti aux enchères à 5,6 millions de dollars. Alors, Artemisia, c'est une artiste, une peintre baroque du XVIIe siècle, qui est une suiveuse de Caravage, donc le maître du clair-obscur dont on vient de parler. Elle est violée à l'âge de 17 ans par son maître de dessin, qui est également un ami de son père. Ça donnera lieu à un procès public pour l'époque, retentissant, où elle sera d'ailleurs torturée. Mais elle s'en sort et elle devient, à son époque, une des plus grandes peintres du XVIIe, une peintre de cour même, puisqu'elle fera le tour de l'Europe. Et elle va peindre beaucoup de femmes extrêmement fortes pendant le temps où elle officiera. Et donc cette femme, qui a donc été vendue aux enchères à New York il y a quelque temps, est devenue une sorte d'icône féministe aussi pour les Américaines. Elle s'est vendue à New York, d'ailleurs. Le prix de ce tableau a plus que doublé les estimations. Ce que ça montre, en tout cas, c'est d'abord qu'une femme dans une collection aujourd'hui, c'est vraiment un statement. C'est vraiment stratégique, surtout dans un siècle comme le XVIIe siècle. Pour traduire en... C'est-à-dire, c'est pour vraiment... notre ami l'académicien. C'est vraiment un marqueur, c'est vraiment un marqueur. C'est-à-dire que dans une collection en plus du XVIIe siècle, trouver une femme, c'est rare, de cette envergure encore plus. Et c'est un monde d'hommes, le XVIIe, comme vous le savez. Ça montre aussi que les old masters en salle de vente ont encore des beaux jours, parce que quand la pièce est de qualité, la rareté fait la cherté. C'est-à-dire que des pièces d'Artemisia, il y en a très peu encore en main privée. Et surtout, il y a très peu d'autoportraits. Celui-ci est un des premiers. François Sureau, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Parce qu'elle a longtemps été dans l'ombre de Caravage. Il y a eu une magnifique exposition qui lui a été consacrée en France. Je me suis demandé pourquoi d'ailleurs, parce que en fait c'est un monde d'hommes dans le domaine de la peinture. Je parle de la peinture. Voilà, c'est une chose qui m'a toujours fasciné, parce qu'en revanche de Sainte Thérèse d'Avila à Johanna Inés de la Cruz ensuite, dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la poésie, dans le domaine même de la poésie mystique, les femmes ont une très très grande importana cette époque. Mais il y en a quand même peu, vous l'avouerez. Oui, il y en a aux hommes de cette même époque. Il y en a peu, mais il y a peu d'hommes qui soient comparables à Sainte Thérèse d'Avila. Il y en a d'ailleurs qu'un seul à cette époque-là, qui est Jean de la Croix. Un seul. On la croise d'ailleurs dans Loin de Salonique, voilà, Thérèse d'Avila. Absolument, on l'a comme Jean de la Croix d'ailleurs. Et je me suis voilà, c'est une vraie question sur l'idée. Il était probablement plus facile pour une femme de faire de la poésie même mystique seule, que d'animer cette espèce de chose sociologique et compliqué qui était un atelier de peinture avec des collaborateurs, avec des choses, avec des... Mais sur ce que disait Arabelle, j'aimerais vous entendre, François Sureau. Est-ce que vous comprenez le besoin ou l'envie de posséder une œuvre d'art? Pas du tout, non. Vous imaginez que quelqu'un ait la possibilité d'avoir pour soi une sonate de Mozart qu'il serait seul à pouvoir écouter et qu'il ne faudrait écouter à personne, mais ça serait épouvantable. Et les musées, en revanche, ça m'agace pour une autre raison, c'est que je n'y vais que pour voir
un seul tableau. Aller au musée et passer une après-midi au Louvre, ça serait pour moi comme lire 10 livres de Flaubert à la suite, mais je dégueulerais au bout du 4e. Vous n'êtes pas le premier à nous dire ça. Franchement, c'est pas possible. Bachelot disait ça aussi. Roselyne Bachelot disait Mais- qu'elle en Elle a voyait 4 ou 3. 5 œuvres Alors, maximum lors d'une exposition. Ah oui, alors je retire absolument ce que j'ai dit. Non, mais vous êtes encore plus exclusif. J'ai changé d'avis. J'adore les musées. Vous dites, Lauriane. François Sureau, vous dites que vous ne voulez pas posséder d'œuvres, mais celle dont je vais parler, vous pouvez pour 35 €, puisque c'est une bande dessinée. Ça s'appelle Détroit Roma, ou on pourrait même dire, vu le script, c'est Detroit Roma. On suit les aventures de deux jeunes femmes, Becky et Summer, qui en fait partent de Détroit, cette ville qui a été donc post-industrielle, qui a été détruite économiquement et dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années. Et elles vont jusqu'à Rome, en Géorgie. C'est une sorte de grand road trip absolument dingue. Et ce que j'ai adoré dans cette bande dessinée, c'est qu'en fait, les arts graphiques se modulent en fonction de ce que ressentent les deux personnages. Donc parfois, ça va être au stylo bic, parfois, ça va être avec de l'aquarelle, et puis parfois, ça va être avec de la peinture ou du crayon. Et donc, on suit comme ça les tribulations poétiques et psychologiques de ces deux jeunes femmes qui revisitent à la fois une Amérique cynique, assez dévastée aussi politiquement, très fissurée entre les communautés des uns et des autres. Et donc finalement, pour 35 €, on peut feuilleter ce format qui est un format à l'italienne, donc qui est pas vertical mais horizontal, puisqu'on s'inspire vraiment là pour le coup du cinéma italien, notamment, et puis d'autres références à la Thelma et Louise quand elles sont dans les voitures, etc. C'est assez beau. Donc voilà, ça s'appelle Détroit Roma et c'est clairement ma claque de la semaine et de l'année. Merci Lauria, bravo. Margot, ta claque à toi? Ma claque à moi, c'est une île. Une île qui s'appelle Fernandinea. À mon avis, vous ne la connaissez pas et c'est normal, elle a disparu il y a plusieurs siècles. Elle a vécu fugace 6 petits mois de l'année 1831 au large de la Tunisie et de la Sicile. Elle a émergé comme ça des eaux suite à l'activité volcanique. Et alors, quand une île apparaît, tout le monde se dit à qui elle va appartenir. On revient à la question de la propriété. Et donc, elle a été clamée par la France, l'Angleterre et la Sicile. Et puis, elle a très vite ressombré au fond des mers, au point que certains ont douté qu'elle ait jamais existé. L'histoire est incroyable et elle a fasciné Clément Cogitor, un artiste que j'aime beaucoup, qu'il a découvert l'année dernière et qui s'est dit, mais on dirait un épisode de l'Odyssée d'Homère. Et donc, il a dédié à cette île un film et plusieurs installations qu'il expose au Mucem jusqu'en juin. Et voilà, et ça nous interroge à plein d'égards sur la question du territoire, de la propriété. Et puis, beaucoup de scientifiques disent que cette île pourrait réémerger très bientôt. Et donc, à qui elle appartiendrait ? Quelle langue on parlerait sur cette île? Qui s'y rendrait? Il faudrait demander à un juriste. C'est exactement. Non, laissons tomber les juristes. Non, mais c'est génial parce que c'est l'Atlantide, l'utopie. C'est l'Atlantide, c'est l'utopie, c'est tout ça ensemble. Clément Cogitor, c'est lui qui avait fait cette représentation absolument extraordinaire des Indes galantes. Des Indes galantes avec des gars complètement déjantés en capuche. Là, Absolument. c'est magnifique, Ouais. c'est magnifique. Un opéra de Rameau. Rameau, absolument. Forêt paisible, qui donc peut contenter nos cœurs s'ils sont sensibles, Fortune, ça n'est pas au prix de tes clameurs. C'est magnifique. Oh, Très beau merci, texte. magnifique. Merci François Sureau, poète et romancier. Vous venez de publier donc Loin de Salonique. C'est le deuxième volet d'une saga, d'une série de romans policiers dans laquelle on suit les aventures donc de ce détective Thomas More. On est dans une année étrange, une année juste avant que le monde bascule en 1913. Et ce roman, c'est une plongée au cœur de l'histoire. Et ce qui est assez fascinant, c'est que vous avez au cœur de cette intrigue un vol. Le vol d'une œuvre. Et quelle œuvre? Le vol de la Joconde par Apollinaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire complètement folle où le plus grand poète français, probablement, du 19e siècle, se retrouve accusé? C'est terrible. Je crois que c'est que de là est venue ma méfiance à l'égard des institutions judiciaires, peut-être l'exercice de mon métier ensuite. Apollinaire, qui avait mauvaise réputation. Hein. Apollinaire, qui était appelé par Cravant le juif Apollinaire ou le métèque Apollinaire, avait mauvaise réputation. Il était, dans ses écrits, il lui arrivait d'utiliser des pseudonymes de femmes. C'est probablement l'un des premiers écrivains français féministes. Il était défenseur de droits égaux pour les homosexuels. C'est quand même extrêmement rare à l'époque.
l'époque. Il était dreyfusard, il était proche des anarchistes, il a défendu les cubistes. Et le paradoxe d'Apollinaire, c'est que par ailleurs, vous le voyez ici en uniforme, il était extrêmement patriote. C'était un Polonais qui s'est engagé pour faire la guerre aux côtés de la France, qui n'a jamais été aussi content que lorsqu'il a obtenu la Croix de guerre et qui est mort à la fin de la guerre de la grippe espagnole. Donc Apollinaire est à la fois totalement ouvert et totalement patriote. C'est une chose que j'aime beaucoup parce que de nos jours, vous voyez ce que je veux dire, on est un peu binaire, quoi. Faut choisir entre les deux et Apollinaire est un homme qui n'a jamais rien choisi. Mais ça lui valait. Consacré des centaines, peut-être des milliers de pages, mais pourquoi a-t-il été accusé d'avoir volé la Joconde ? Il a été accusé d'avoir volé la Joconde parce que 3 critiques, 4 gars auxquels il avait porté tort ont expliqué que c'est Apollinaire qui avait probablement volé la Joconde. La Joconde, en réalité, avait été volée par un ouvrier italien qui s'était fait embaucher sur le chantier parce qu'il voulait la rendre à l'Italie. C'était un vol patriotique, en quelque sorte. Donc il voulait prendre la Joconde et la rendre à l'Italie. Toujours est-il qu'Apollinaire est suspecté parce qu'il écrivait des articles de critiques artistiques qui lui avaient valu beaucoup d'ennemis. Il est arrêté par un juge d'instruction absolument invraisemblable. Il est envoyé à la santé. En arrivant dans ma cellule, il a fallu me mettre nu et une voix sinistre ulule. « Guillaume, qu'es-tu devenu ?» Alors qu'il était venu en France pour, faire une grande carrière, le voilà qui se retrouve à la santé, accusé par son meilleur copain, Pablo Picasso, qui était un peu comme David, un artiste génial, mais pas un grand caractère. Et Picasso accuse le malheureux Apollinaire qui a mis beaucoup de temps à s'en sortir. Et au cœur de ce livre, il y a un tableau mystérieux, puisqu'on en est à parler de votre musée imaginaire. C'est le jardin clos du maître du Haut-Rhin. C'est un tableau de quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Alors ça, c'est une chose que j'aime énormément. Et ça, c'est assez génial. Racontez-nous ce tableau-là. Alors, c'est un tableau du XIVe siècle et qui est un tableau médiéval qui représente le jardin clos du maître de Strasbourg, représente une sorte de paradis terrestre qui est mais extrêmement poétique, avec des animaux imaginaires, avec des fleurs imaginaires, avec des choses tout à fait étonnantes et d'une beauté. Enfin, le thème du jardin, du paradis est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours imaginé, vous savez, dans la Bible, on est sorti, on était dans le jardin, puis on a fait des bêtises, donc on est sorti du jardin. Moi, j'ai toujours imaginé que le jardin était ce qu'il y avait de l'autre côté. Non pas ce qu'il y avait avant, mais ce qu'il y allait avoir après. Donc c'est un petit tableau conservé en Allemagne, mais il existe tableau conservé en Allemagne qui existe bien sûr, qui existe et qui mais dont on ne connaît pas l'auteur. Et alors ça, c'est une autre chose qui me plaît. Le Moyen Âge était pas aussi narcisse que nous. C'est à partir de l'époque moderne où on sait que tout le monde a fait ceci ou cela. Le retable du maître d'Isenheim, le tableau ce tableau-là. Ce sont des œuvres qui ne sont pas signées. Ce sont des œuvres qui ne sont pas signées. C'est à la Renaissance qu'on signe. On sait que c'est à la Renaissance qu'on signe. Et on sait que c'est simplement de ne laisser derrière lui que la trace picturale et que personne ne connaisse son nom. François Sureau, décrivez-nous ce tableau, le jardin clos. Cette espèce de cour d'amour mystique. Alors, il y a la Vierge au milieu. Voilà, il y a la Vierge, il y a 4 femmes. Il y a 4 femmes, il y a des oiseaux, il y a toutes sortes de... des fruits. Il y a des fruits et une interprétation presque impossible que fait la Vierge seule à l'intérieur du paradis terrestre avec 4 femmes, que font ces oiseaux. Enfin, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement... Je ne saurais pas l'expliquer, vous voyez, mais c'est pour moi quelque chose d'incroyablement prenant et poétique. François Sureau, vous êtes entré à l'Académie française en 2020. Vous avez donc reçu une épée d'académicien. Pour vous qui n'êtes pas forcément pro-armée, il va falloir m'expliquer. Mais il paraît que vous l'avez cassée. Oui. Dans un duel. Alors j'ai besoin de savoir quelle est l'histoire. Il se trouve que j'étais dans la bibliothèque. Alors c'est une épée de cour, hein, c'est pas avec ça que je vais trancher des choses pénibles. Mais j'étais dans la bibliothèque en discutant avec un personnage extraordinaire, qui est un de mes confrères, qui s'appelle Michel Zinc, professeur au Collège de France, un très très grand médiéviste qui a écrit sur Tristan et Iseult, sur l'amour au Moyen-Âge, sur la poésie du Moyen-Âge, des choses absolument magnifiques. Et je ne sais pas pourquoi, et il a dû me traiter d'autodidacte, de crétin. Non, on s'entend très très bien, hein. Mais je sais pas, j'étais d'humeur belliqueuse, j'ai tiré mon épée et je me suis dit nous allons nous battre. Et comme il n'a pas voulu céder, nous sommes mis à nous affronter en duel dans la bibliothèque de l'Académie française. Malheureusement,
malheureusement, ces épées ne sont pas faites pour ça, ce qui fait que je l'ai cassé à la première parade, et ce qui fait que maintenant, je n'ai plus qu'un tronçon d'épée en guise d'épée. Voilà. Margot ? Et justement, concernant l'Académie, lors de votre discours de réception à la place de Max Gallo, vous avez cette très belle phrase sur la liberté. La liberté est une étrange chose. Elle disparaît dès qu'on veut en parler. On n'en parle jamais aussi bien que lorsqu'elle a disparu. Elle semble, pour les écrivains en particulier, n'avoir qu'une seule et même source qui se divise aussitôt en rivières aux cours différents et souvent opposés. Est-ce que la liberté est très chère à votre cœur, évidemment. Est-ce que l'art, c'est un des derniers bastions de liberté, François Sureau ? Oh oui, c'est même le bastion. Quand on dit que la liberté est c'est d'ailleurs une question extrêmement complexe, parce que je crois que c'est Vinci qui disait que l'art naissait de contraintes et mourait de liberté. C'est-à-dire que d'un côté, l'art en tant que technique suppose une réflexion sur la contrainte, et une contrainte pour arriver à son plus extrême aboutissement. Mais d'un autre côté, dans tous les régimes, même les plus oppressifs, la liberté survit par l'art. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Merci François Sureau. Direction le musée Génie-Chavévé en Suisse. Alex Vizorek s'est passionné cette semaine pour le travail d'un peintre autrichien, Oskar Kokoschka. Kokoschka Japomani. Est-ce que vous savez qui est cet artiste ? Alex vous donne toutes les clés pour comprendre. C'est le Vizor Expert. Et aujourd'hui, Oskar Kokoschka. Kokoschka, c'est lui, dans un autoportrait. Et on sent déjà à ses pupilles qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Kokoschka a vécu une grande passion avec Alma Mahler, la veuve de Gustave Mahler. Preuve que, à quelque chose, Mahler est bon. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, elle finit par le quitter. C'est très douloureux. Alors il trouve une solution. Il fait fabriquer une poupée qui ressemble à Alma Mahler. Voilà ce qu'on faisait quand Chine n'existait pas encore. Mais revenons à ces tableaux. Voici le joueur de trance. Et je vais tout de suite dissiper un doute. Non, ce n'est pas mon portrait, après que j'ai reçu une enclume sur la tête. Ou celui-ci, les amoureux avec un chat. Bon, quand on voit la tête du type, on sent qu'il est moins intéressé par le chat que par un chat. Pardon. Oula, désolé. Oui, je sais, on est dans l'émission la plus intello du PAF. J'ai ripé, c'est ma faute. Je termine donc par une vraie info. Sur tous ces tableaux, vous verrez écrit « OK ». Ce sont ses initiales. Ou sinon, il était vraiment très content de la qualité de ses œuvres. Allez, tous direction Vevey pour voir Kokoschka. Je suis une poupée de cire. Merci Alex, et l'expo est à découvrir jusqu'au 29 mars. Arabelle, tu parcours le monde pour conseiller les collectionneurs, les passionnés d'art, et tu reviens tout juste d'Inde. Qu'est-ce que tu y as repéré ? Alors, j'étais à la Art Week de Jaipur dans le Rajasthan, où il y a un événement pendant une semaine où l'art est partout dans la ville. C'est une initiative qui est privée. C'est la vision d'une entrepreneuse, d'une femme d'affaires indienne, une jeune femme, qui a créé donc une fondation. Et depuis 5 ans, elle met en place cet événement qui est assez collaboratif, puisque tous les gens, même de la ville, peuvent y participer. C'est entièrement gratuit. Cette femme s'appelle Sana Rezwan. La voilà. Alors, je vais vous parler d'une jeune artiste indienne originaire de Jaipur et diplômée de la Parsons School of Design qui m'a beaucoup touchée. Elle s'appelle Vriddhi. Vriddhi est photographe et elle pose une question dans cette œuvre qui est assez vertigineuse. Qu'est-ce qu'on fait avec un souvenir qui est une image qu'on a dans sa tête et qu'on n'a pas photographiée ? Vriddhi a perdu sa maman à l'âge de 36 ans, qui s'est suicidée. Et dans cette œuvre, on y voit 36 assiettes en laiton. Et dans ces assiettes, elle a gravé une phrase qui part d'un souvenir partagé du moment où elle avait encore sa mère et d'un souvenir pour lequel il n'y a pas de photographie. Donc c'est une façon de matérialiser l'absence de sa mère par la présence de cette assiette. Les souvenirs sont à la fois tristes et parfois joyeux. Celui-ci n'est pas très gai. Elle écrit « Petite fille, je l'ai entendu crier, le suppliant d'avoir pitié. Terrifiée, je fermais mes yeux de toutes mes forces, priant pour que la terreur s'arrête. Sa mère s'est mariée hors caste, a été battue par son père et s'est suicidée donc à 36 ans parce qu'elle n'avait plus de force. »
Et en fait, toutes ces assiettes, ça fait référence à un cadeau que les femmes reçoivent normalement dans le Rajasthan pour leur mariage. Ça s'appelle des thalis. Évidemment, sa mère ne les a jamais reçus à cause de son mariage hors caste. Et Vriddhi, par cette œuvre, finalement, répare les torts, fait une sorte de rituel en sens inverse, puisque c'est elle qui transmet de façon posthume à sa mère ces assiettes. Et c'est un très, très joli travail de mémoire. C'est assez cathartique aussi, évidemment. Elle a également fait des petits flacons dans lesquels elle a recréé des odeurs qui sont liées aussi à des flacons de parfum qu'elle a créés avec des parfumeurs et qui reprennent aussi des moments, c'est comme un souvenir olfactif. Et l'installation finit par une très jolie photo et très triste d'un linceul blanc, qui est évidemment la dernière image qu'elle a eue de sa mère avant la crémation. Donc c'est une œuvre cathartique, une œuvre touchante et qui m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Sureau ? Je suis extrêmement impressionné. Il y a dans la préface du surréalisme et la peinture, c'est un très grand livre. André Breton dit, à un moment en parlant de Braque, il dit « Braque mettait ses tableaux au milieu des champs de blé pour voir s'ils tenaient. Et moi, les seuls tableaux que j'aime, y compris les tableaux de Braque, sont ceux qui tiennent devant la misère. » Qui tiennent au sens de tenir et en fait ce que vous avez montré là avec l'histoire qu'il y a derrière, avec ces assiettes, c'est une œuvre d'art qui tient devant la douleur et cela seul suffit à en faire quelque chose. Merci François Sureau. Je recommande chaleureusement la lecture de Loin de Salonique. C'est donc les deuxièmes tomes de cette série que vous avez commencé et qui est publié chez Gallimard. Merci infiniment François Sureau d'avoir été l'invité de la Grande Galerie francophone. Merci Arabelle. C'était magnifique. Avant de recevoir notre deuxième invité, Richard Orlinski, toute l'actualité de l'art, c'est dans la Petite Galerie et c'est signé bien sûr Karim Rarbage. Bienvenue dans la Petite Galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec la dinguerie. Cette semaine, on plonge dans l'univers nostalgique de Gouac, un artiste américain. Gouac, c'est un sculpteur et il reproduit en version géante des objets pop de sa jeunesse, période 80-90. Les textures, les petits détails, tout est respecté. Gouac, il travaille énormément de techniques et de matières différentes pour fabriquer ces objets iconiques démesurés. Tout est fait maison et sa dernière création, c'est ma préf. Ce cinglos, il a recréé des enceintes d'ordi géantes des années 2000 qui fonctionnent. Et qui, oui, font même le bruit des SMS qui arrivent. Magnifique, Gouac, il me fascine, c'est la dinguerie de la semaine. Et on continue avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Zimoun, un artiste suisse unique. Zimoun, il assemble des dizaines ou des centaines d'éléments identiques assez basiques qu'il met en mouvement avec des petits moteurs. Et de ce chaos soigneusement préparé naissent des patterns visuels et sonores hyper complexes et organiques, le tout dans une esthétique clinique. Ça vibre, ça claque, ça gigote, ça résonne et ça hypnotise. C'est bizarrement très apaisant, on a envie de rester sans trop savoir pourquoi. Bon après, je peux pas vous dire grand chose sur le Z, puisqu'en fait j'ai trouvé 0 interview, j'ai même essayé de le contacter mais il a pas voulu nous répondre. Pas grave, on adore quand même son travail, et si vraiment vous êtes saucé par cette douce musique, Zimoun, il a même sorti ses sons sur des albums. Et alors là, c'est vraiment un banger pour faire dodo. Zimoun, c'est le fololo du jour. Et on termine avec l'alu de la semaine, l'artiste Dolana Dava, aussi connue sous le nom de Dolly Cart sur les réseaux. Et à la base, elle est connue pour ses tableaux qui fondent et qui dégoulinent. Mais depuis quelques temps, elle a un autre délire. Elle sculpte des prothèses artistiques à base de pâte polymère, de moulage silicone et de maquillage. Et son grand truc, c'est de fabriquer des fausses bouches très réalistes, des lèvres, des dents, des langues hyper détaillées. Et ensuite, elle met tout ça en scène dans des photos, des tableaux un peu weirdo ou même des sous-vêtements encore plus bizarres. Yes,
C'est provoque, un peu dérangeant mais fascinant. Ça parle du corps, du regard, un peu du désir aussi. Et surtout, ça montre une énorme maîtrise technique. Dolly Cart, c'est l'alu de la semaine. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Ça ne laisse pas indifférent, en tout cas, c'est vraiment assez sidérant. Notre deuxième invité, je vous le disais, c'est une figure emblématique de l'art contemporain. Ses sculptures empruntent les codes du pop art et elles ont fait le tour du monde. Il est aujourd'hui le visage d'une nouvelle série documentaire sur TV5 Monde, une série consacrée à la génération F, celle qui réinvente la French Touch de Montréal, Nathalie, jusqu'à Dakar. Richard Orlinski est avec nous. Bonjour Richard et bienvenue. Je vous présente l'équipe et le public. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vos œuvres, elles ont fait le tour du monde. Elles sont exposées dans les endroits les plus improbables, très souvent en extérieur, pas dans des galeries. Les gens se les approprient, prennent des photos devant. Et on va en voir quelques-unes. Il y a des King Kong géants et effrayants en couleur. Il y a des panthères aussi aux couleurs vives. Il y a des ours blancs qui ne sont pas blancs. Comment est-ce que vous en êtes venu, non seulement à l'art, parce que c'est une deuxième ou une troisième vie pour vous, mais à vous emparer de ces figures pour en faire des installations souvent monumentales ? Alors c'est plusieurs choses. En réalité, je suis quand même en galerie, mais effectivement, on peut voir des sculptures. J'ai fait beaucoup de parcours artistiques. Oui. L'idée pour moi, c'était un peu de démocratiser l'art gratuitement, aller pouvoir voir des œuvres d'art, se prendre en photo. Alors les œuvres, elles ont généralement une lisibilité immédiate. Elles sont assez faciles, une émotion, je pense, immédiate. Négative ou positive, c'est pas important. L'important, c'est de créer une émotion. Donc, et là, qu'on soit tout gamin ou qu'on soit beaucoup plus âgé. Ah ben, il y en a même qui les nourrissent. Il y a des gamins qui viennent les nourrir, ils montent dessus. Il y a une vraie interaction, en tout cas, entre les enfants. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'appartenance particulière. J'ai même exposé, par exemple, dans le bassin minier à Lens, où on a fait revivre une mine, Oui. qui est une région qu'on n'aurait jamais pensé imaginer, une région qui a beaucoup souffert, et donné un coup de projecteur. Et les gens étaient tellement content d'avoir ce En fait, parcours. ce qui est assez fascinant, c'est que vous dites que l'art rend libre. C'est l'une de vos citations. De quoi est-ce que l'art nous libère ? Déjà, je ne sais pas si c'est une liberté, mais il nous permet de voyager en tout cas. En fait, je pense que j'essaie de faire quelque chose pour donner un peu de positif, à ma manière, un tout petit peu de positif. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un peu compliqué, d'avoir des choses de couleur. D'ailleurs, j'expose même aux grandes dames de beaucoup de personnes dans des centres commerciaux, typiquement dans des malls. Et on vient avoir des œuvres et les gens sont tellement contents de venir qu'on ne leur mette pas du décor en carton-pâte ou des choses qui n'ont rien à voir. Et ils voient une pièce d'art, ils voient que l'artiste il passe à la télé, qu'il y a des choses qui se passent. C'est un espèce de parcours, de partage, et les gens sont vraiment très très heureux. Et moi, ça me parle plus encore d'être dans ces endroits-là que d'être dans des endroits convenus finalement. Nathalie ? Vous avez animé pendant plusieurs années une série sur TV5 Monde, Sur les murs, où vous partiez à la rencontre des jeunes urbains partout à travers le monde. Vous êtes de retour avec une nouvelle série documentaire génialissime où vous partez à nouveau à la rencontre de jeunes, mais cette fois-ci, c'est la génération F, donc celle qui fait rayonner cette French Tech, évidemment artistique, mais partout à travers le monde, que ce soit de Berlin à Bangkok, en passant, Ali l'a mentionné, par Montréal. Qu'est-ce qui intéresse ou qu'est-ce qui Montréal, vive Montréal. Vive Montréal. Qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui fascine l'artiste accompli avec une expérience, avec de la bouteille qui a vu neiger chez cette jeune génération? Qu'est-ce qui vous intéresse autant? Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir chaque jour quelque chose de différent. C'est vivre une expérience, et j'ai l'impression que plus ça va dans le temps, plus j'ai envie de découvrir, plus j'ai envie de voir des choses différentes. Et c'est très marrant parce que grâce à ce programme, je peux me retrouver le matin en train de faire du métier à tisser, ensuite aller cuisiner de la cuisine malienne, ensuite aller, faire des émaux, ensuite faire de la musique avec des instruments que j'avais jamais vus de ma vie. Et donc, c'est le champ des possibles qui est incroyable, c'est illimité. Vous êtes allé à la rencontre de jeunes chefs cuisiniers, vous avez rencontré des danseurs, des tisseurs, des peintres. On va regarder. Et j'ai dansé.
Et vous avez dansé. Et j'ai dansé avec une danseuse de ballet qui m'a fait faire le 3e, 4e, 3e, je sais plus quoi, l'entretien, enfin des trucs. Il est boulimique en fait. Il est boulimique J'adore. il est engagé. Et on va regarder un extrait de cette émission où vous êtes avec Diane Colong qui a créé un atelier de tissage, l'atelier de tissage Merigo Sanzai, je le prononce bien. Absolument. Et l'artiste vous explique son processus de création. Tout part d'une photographie. Une photo de quoi? C'était une photo d'un arbre. Est-ce que tu le vois? Un arbre. Un arbre. Ah ouais, l'arbre, je le vois pas. T'as Et pourtant, la photo il de était l'arbre? là. La photo de base, donc de l'arbre. Ah ouais, c'est comme vraiment... ça. Ah, ça c'est vraiment ressemblant. Ah oui, vraiment. Ah d'accord. Mais c'est marrant, moi je vois plutôt un côté abstrait dans tout ça. Mais c'est exactement ça, en fait, c'est par les techniques que j'emploie, ça amène de l'abstraction qui permet de détacher du sujet un peu mélancolique pour moi. Je sens qu'il est sensible d'ailleurs, Mais c'est vrai. Je tu le sens? Oui, je sens Eh qu'il y a, ben, c'est que j'ai bien fait mon il y a des travail. vibrations et des ondes, là je sens. C'est ça. C'est que des bonnes intentions qui sont mises dans la production. Un commentaire, parce que vous avez rencontré des tas de jeunes talents francophones. Qu'est-ce que eux, ils vous ont apporté? Mais l'idée, quelque part, donc on dit, bon, on vient pour donner, on sait de la bienveillance, mais en vrai, pas du tout. On reçoit tellement, c'est énorme, on apprend des choses, et c'est un vrai cadeau qu'ils me font, en fait. Margot? Vous êtes un des artistes les plus vendus dans le monde. Vous avez collaboré avec beaucoup de marques, de la marque de luxe à la grande distribution. Vous aviez publié un livre qui s'appelle « Pourquoi j'ai cassé les codes ?» et vous aviez répondu à l'époque, je crois que c'était en 2017, que vous aviez presque été forcé à le faire. Pourquoi est-ce que l'art vous a forcé à casser les codes et qu'est-ce que vous dites d'ailleurs à vos détracteurs à ce sujet? J'ai pas été critiqué. La petite histoire que je raconte toujours, c'est quand j'arrive tout serein avec ma nouvelle œuvre d'art qui est un crocodile et que je vois un galériste et qui me dit, ah c'est génial, c'est super, c'est une très bonne idée, mais par contre t'es personne, t'es nobody, donc ce que je te propose c'est de la faire signer par un artiste beaucoup plus connu et du coup on va faire beaucoup d'argent, voilà, etc. Et donc Arabelle est scandalisée. Je ne connaissais pas cette histoire, je connaissais une autre, mais je ne connaissais pas cette Bon, et ben c'est pas vraiment une critique, mais enfin c'est un choc en tout cas pour moi qui me dit ah bon, alors et puis je réfléchis quand même parce que je me dis bon quand même c'est bizarre ce qu'il me propose le gars et peut-être qu'il a raison, peut-être que finalement ça marchera jamais parce que quand tu te mets dans ce truc là c'est pas non plus c'est pas des mathématiques et du coup je l'ai pas écouté et c'est vrai que j'ai fait autrement, mais les critiques c'est d'être populaire, de pas avoir la carte, de pas être coopté, Est-ce que c'est pas le côté marketing finalement qui était ce qui énervait le plus les gens? Est-ce que l'art peut avoir un lien avec le marketing finalement? Mais vous avez la réponse. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Pourquoi vous croyez qu'ils font pas de... J'ai pas envie de citer de nom, mais toutes les plus grosses cylindrées de l'art contemporain, elles sont en hyper marketing. Elles travaillent avec des marques. Cylindrées, c'est vrai que Jeff c'est Koons, une expression. Arabelle. J'ai même pas envie parce que Jeff il l'assume, mais les gens qui font sa promotion. Mais plein, tous les galeries font des collaborations avec les grandes marques. Vous avez participé, Richard, à ce livre assez formidable qui vient de paraître. Génial. C'est Les 101 mots de la francophonie à l'usage de tous. C'est donc ce magnifique livre collectif sous la direction d'Amandine Lepoutre et Maëlle Polsinelli. C'est chez Archibooks et TV5 Monde. Et vous avez contribué à ce livre en choisissant un mot. Alors, ouais, vous l'avez imité. C'est quoi? C'est Moi, je sais. Allez, vas-y, on va voir. C'est valise. Bravo, Valise. Emma, vous avez gagné le droit de revenir la semaine prochaine à l'émission. la valise que vous avez sculptée, mais c'est aussi une évocation symbolique. Bah oui, la valise, c'est le voyage, c'est la liberté, c'est l'évasion. Il y a... Je pense que la plus grande liberté, on dit qu'est-ce que tu voudrais avoir? C'est quoi le luxe ultime pour moi? C'est de pouvoir voyager. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces 101 mots, ce sont à chaque fois des promesses d'ailleurs, et c'est un très beau livre, l'objet est magnifique. Ça a été écrit par plein de gens incroyables. Oui, en tout cas, merci Richard Orlinski. Merci. Tout de suite, on va ralentir le rythme et prendre le temps de la contemplation chaque semaine. Et direction aujourd'hui le musée des Beaux-Arts de Bruxelles pour découvrir un tableau du XVIe siècle signé par Bruegel l'Ancien. C'est le dénombrement de Bethléem et vous allez voir, c'est fascinant.
Le dénombrement de Bethléem est à découvrir donc au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Merci infiniment Richard Orlinski d'avoir été l'invité de la Grande Galerie francophone. Puisque maintenant on est collègues, je rappelle donc que votre série documentaire Génération F est disponible dès la semaine prochaine sur TV5 Monde. Quant à nous, on se retrouve en replay sur le site et l'application TV5 Monde Plus. Merci les amis, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Vous nous retrouvez quand vous voulez sur les réseaux, à suivre sur notre antenne 64 minutes. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, à la semaine prochaine. Salut.